maintenant un moment important de notre journée. Et pour ça, c'est un grand plaisir d'accueillir le président de Business France, ambassadeur en charge des investissements internationaux, Pascal Cany. Mon cher Pascal, alors Pascal, tu es évidemment chez toi aux États de la France, d'abord parce que toute ta brillante carrière a été faite dans des groupes internationaux, mais surtout à cause ou du fait de ton rôle à la tête de Business France, qui fait de toi le plus passionné, le plus dynamique promoteur du pays auprès des groupes étrangers. Tu vas présider une cérémonie très importante pour notre communauté, moment festif et célébratoire. Il s'agit des prix Choose France. Pour avoir été membre du jury de ces prix, je peux témoigner de l'extrême, non seulement de la beauté de l'ensemble des dossiers, près de 80 dossiers au total, mais surtout du travail magnifique que tu as dirigé avec toutes les équipes de Business France pour analyser et préparer le travail du jury pour ces très nombreux dossiers. Voilà, on se réjouit d'avance de ton intervention et de découvrir ces prix. Je vous laisse la parole. C'est Nathalie qui va animer cette séquence. On va essayer de la tenir dans une enveloppe temporelle de 50 minutes, puisqu'on a ensuite le ministre. Merci beaucoup. Alors bonsoir, merci d'être là encore à cette heure presque tardive. C'est toujours un bonheur, Raymond Soubi, d'être aux États de la France, travailler avec Christian Boineau pour une 17e édition. Alors, manque de peau, avant de faire les prix de France, je vais devoir vous donner quand même cette présentation que vous réclamez, je vois bien, avec beaucoup d'enthousiasme, où je vais essentiellement rabâcher la même chose de ce que vous avez entendu pendant toute la journée, mais je vais le donner avec un twist un petit peu particulier, en espérant surprendre encore ma chère Doris, qui me regarde avec un air étonné. Donc, ce que j'aimerais, c'est vous montrer quelques slides. On va juste faire un point très, très rapide, et ensuite, on vous parlera de la vraie vie, c'est-à-dire de ces investissements, mon cher François, chez Solvay et chez quelques autres. Et je vois là déjà les membres éminents de notre jury qu'on aura le privilège de présenter dans un instant. Alors, je crois que j'ai une présentation, on va aller très, très vite. Pour vous dire qu'aujourd'hui, de quoi on a parlé? Pour prendre un résumé, eh bien, on a parlé de l'attractivité, ce serait bien de m'enlever ce document-là, comme ça je peux avoir le petit rappel, de l'attractivité de la France face aux défis actuels, de la France terre d'innovation. On aura d'ailleurs notre commissaire Bruno Bonnel qui sera là, merci. Comment accompagner la transformation industrielle de la réindustrialisation sur nos territoires? On a beaucoup parlé de l'artificialisation des territoires, de la transition écologique et d'en faire un levier d'attractivité et des talents. Alors moi j'aimerais simplement vous redire qu'on a quelques défis mondiaux. Je ne vais pas dire encore ce qu'on a écouté déjà ce matin, mais c'est trois choses, c'est l'Ukraine, l'énergie, la Chine et clairement le fait que la tech est entrée dans un hiver extrêmement fort. En face de cela, pas une seule fois aujourd'hui, vous n'avez mentionné ce petit détail qui fait qu'on a quand même 152 milliards de déficit sur le commerce. Alors, je ne pouvais pas ne pas être l'apporteur de mauvaises nouvelles. C'est lié, évidemment, à plein de raisons. On est passé de 60 à 152 à cause essentiellement de la crise énergétique. Mais il faut s'en rappeler parce que quand vous êtes patron du ministère de l'Extérieur, comme mon cher Olivier Becht, c'est ce que vous avez sur le nez tous les jours. Et je crois que c'est quand même quelque chose où il faut qu'on réfléchisse ensemble à l'horizon de 4-5 ans, comment on sort de cela. Ça fait plus de 18 années que l'on n'a pas eu un déficit commercial à l'équilibre. Deuxième idée, j'adore cette slide, puisque c'était un petit peu mon entreprise, c'est cette mondialisation heureuse qui est passée. Pourquoi? Parce que cette idée d'aller chercher les meilleurs composants, les meilleurs coûts, les meilleures main-d'œuvre partout, eh bien, c'est plus exactement cela. Je vois notre ami Frédéric Sanchez, le CIO de FIV là-bas, il sait, lui, en étant très présent en Chine, combien ça va être difficile. Et juste pour illustrer le propos, le téléphone que vous avez dans vos mains, c'est 800 000 kilomètres parcourus par l'ensemble des composants clés. Ce slide, c'est une slide qui illustre cette mondialisation heureuse qui est moins heureuse. C'est aussi l'hypermondialisation remise en cause, avec un prix qui augmente de 4 à 6 fois. Mon cher Frédéric, tu sais dont on parle, puisque c'est en train de baisser, on le voit d'ailleurs, on le montre, mais on est encore bien plus haut que ce qui était avant la crise. Et puis c'est cette idée que
on ne va plus faire de la relocalisation, de la délocalisation, mais on va faire ce qu'on va faire du friendshoring. Je crois que c'était l'ancienne patronne de la Fed qui en a parlé, avec l'idée d'avoir la production et l'approvisionnement qui doivent être repensés plus proches des marchés. Ça, c'est une vraie opportunité pour nous, ce concept de friendshoring. Là-dessus, il y avait quand même un point que je voulais vous souligner, ça tombe bien puisque c'est hier qu'ils se rencontraient. Nous, les Européens, on va quand même avoir une nouvelle guerre froide. Moi, j'ai grandi, mon cher Raymond, j'ai grandi avec la guerre froide quand j'étais petit. On parlait des communistes de l'autre côté du Rhin. Eh bien, aujourd'hui, on a une guerre froide différente, celle de la Chine et des États-Unis, avec 2-3 chiffres que je voulais partager et que je crois que j'ai emprunté à notre cher Christian Saint-Étienne, un économiste que j'apprécie depuis longtemps. En gros, les deux font 42% du PIB mondial. Nous en faisons 18%. Ils représentent 52% des dépenses militaires, alors que le bruit des bottes est à moins de 1000 km de notre pays, je crois qu'il faut s'en rappeler. Ils font 80% des licornes. C'est bien de parler de mes 27 licornes en France, mais on est quand même très très loin du compte. Et par contre, sur les plateformes, je crois que c'est le chiffre de 3%, parce qu'évidemment, on a encore un SAP, un Symfony et quelques autres, mais c'est 100% des plateformes numériques. Donc ce que nous avons devant nous, pour les années à venir, c'est ce duo Chine-États-Unis, avec effectivement des valeurs un peu plus proches des nôtres pour les Américains, mais c'est une vraie coopétition qui est la nôtre. Alors l'Europe n'a donc d'autre choix que de prendre son destin en main. Je remonte cette slide qui montre que finalement, quand on emprunte de l'argent ensemble, on a pris une sorte de pacte très important, c'est presque comme un mariage, et donc on a mutualisé notre dette, on a fait un très beau job, et je ne vous le dis pas parce que je suis français, mais c'est ce qu'on nous a dit à l'extérieur, sur la présidence française de l'Union européenne. On a mis enfin en musique des concepts vieux de plusieurs années sur DSA, DMA, sur le bilan carbone. Et d'ailleurs, dans les 28 propositions, mon cher Olivier, on a une proposition sur l'augmentation de celle-là. Je crois que c'est très important. Donc on a fait le job là. On a l'opportunité, nous les Français, d'avoir une sorte de leadership clair. Même s'il faut qu'on se rabobine, ma chère Doris, avec notre Olaf Scholz préféré, il faut bien reconnaître qu'avec le Brexit d'un côté, les extrêmes à droite et à gauche et une transition à gérer en Allemagne, la France a un leadership qui, même s'il a été quelque peu ébranlé, reste le même, ce qui n'a jamais été vu dans cette Ve République. Et tout ça, mon cher monsieur Lhermitte, ça nous a mené à avoir pour une 3e année consécutive un leadership clair. J'espère que les chiffres ne trahiront pas au mois de mars, avril, mai, pour qu'on puisse montrer un leadership qui est aujourd'hui clair. Alors je ne pouvais pas avoir un petit clin d'œil aujourd'hui, 15 novembre, un jour à Brest-Sainte-Nouvelle, sans vous parler des Anglais, où j'ai vécu plus de 13 années. Windsor imite Versailles, puisqu'ils font un Choose France Summit. Ça, c'est la rançon du succès. Mais quand même, ce matin, j'ai eu un grand moment de bonheur. Je me suis levé, j'ai lu les news, et Paris a ravi à Londres la place de première bourse européenne. Moi, je crois que, d'ailleurs, j'ai envie de vous réveiller ce soir. Ça mérite un round of applause. Donc, claquez très fort dans vos mains. Quand j'étais petit, on me disait que j'allais être un grand CEO. Je croyais que ça voulait dire Chief Executive Officer, mais Angeles m'a expliqué que ça voulait dire Chief Entertainment Officer. Okay, et je crois bien jouer le rôle. Une fois que je vous ai dit ça, il faut se rappeler que dans ces chiffres, les Anglais sont passés de 4000 à 2321, je crois, et que que simplement LVMH est passé sur ces quelques années passées de 70 à 350 milliards. Donc on va devoir analyser un peu plus loin. Vous allez avoir plein d'éléments de langage qui vont être produits par nos grandes administrations sur comment gérer ça, mais il faut qu'on le fasse sans hubris parce qu'on a quelques challenges devant nous. Alors les challenges devant nous, ils sont ceux-là. C'est ce pari fou de faire de la France la première économie décarbonée en 2050. Ça doit être une sorte de boussole pour nous tous, patrons d'entreprise internationales en France et simplement bons citoyens français. Pour le faire, je vous rappelle, et on a eu de bonnes nouvelles aussi, on a quelques énergies décarbonées très fortes, avec une transition industrielle bien devant. Mieux encore, nos équipements nucléaires aujourd'hui sont finalement mieux manus que l'on pensait, et on va pouvoir bien produire de l'électricité cet été. Je crois que c'était la grande nouvelle aussi de hier. Pour faire cela, on a des bonnes nouvelles pour le nucléaire au cœur de l'hiver, avec 31 réacteurs, je vous disais, réacteurs sur un total de 56, puis 46 au mois de janvier, donc on est presque au bout. On a aussi un ambitieux programme de développement d'énergie, je ne vous le rappelle pas,
Et on a enfin une première ligne avec l'idée d'avoir une Europe qui achète en commun, même si là, on a eu quelques petites versions. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'on va pouvoir se battre dans cette nouvel ordre international. Et pour cela, il est important que ce partenariat avec l'Allemagne reste celui qu'il a été pendant ces 10-15 dernières années. Enfin, pour conclure, rassurez-vous, ma chère journaliste, la vie est belle. On prend le temps, on ne va pas se presser plus que ça. Je suis presque en avance par rapport au timing, donc respirez. J'ai plus que 3-4 slides. Rassurez-vous, et on fera la remise en moins de 50 minutes. Nous devons rallier les Européens sur le plan France 30. Donc ça, c'est une grande idée. Il y a quelques années, on avait 80 objectifs. C'est le plan LOS, on avait 80 clusters. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être beaucoup. Maintenant, on a commencé à apprendre. Ça montre qu'on est bon, les franchises, puisqu'on n'a plus que 10 grands objectifs. Mieux vivre, mieux produire et mieux comprendre. Il y a 10 objectifs. 10 objectifs clairs. Et je crois pour une fois, la discipline que l'on sait être la nôtre, celle qui est très exigeante de faire peu de choses bien, est en train de se faire. Et on aura notre ami Bonnel, qui a dû arriver, qui devrait passer un peu plus tard pour nous en parler sur ce plan 30. Là, on a 54 milliards qu'on met en place. 7,5 milliards sont déjà engagés, que ce soit sur l'électronique ou la stratégie nationale sur les technologies quantiques. Donc je pense que les choses se font, elles se font bien. On a des premiers résultats concrets avec le plan 2030, avec plusieurs investissements. Et puis, dernière chose, c'était quand même le thème, et j'en arrive à ma transition, Madame Bureau du Colombier. Merci, Pascal. C'est l'idée que la quête mondiale des talents est essentielle. Et même là, on a mis la formation au cœur du projet 2030, avec 2 millions d'euros sur 70 projets retenus. Et ça, là encore, dans les 28 propositions qu'on a fait, Olivier, c'est important. Je crois qu'on doit mettre plus d'emphase sur comment orienter le CPF, le crédit professionnel sur la formation, vers les endroits où on a ce qu'on a besoin de capacity planning. Donc, continuer à promouvoir cela. J'ai presque fini. Pour illustrer ce que je dis sur le talent, on a cette école de la batterie. C'est bien et c'est grand. D'ailleurs, François Pontet a Solvay va en parler. Je vais lui laisser la parole dans un instant. Et puis, on continue à avoir un vivier de talents remarquable, avec de grandes écoles qui sont représentées ce soir. Mathia Vichra sur Sciences Po. Je crois que j'étais dans notre jury. Nous avions aussi notre ami Labaille sur l'X. Et puis, évidemment, le grand, l'unique, l'incroyable Éloïc Perrache, qui est le patron d'HEC, qui est ici dans ce jury. Donc voilà, on se démarque avec un vivier de talent, mais au global, ce qui est important, c'est que vous tous, patrons d'entreprises étrangères ou internationales, je n'aime pas ce terme, en France, vous continuez à être nos meilleurs ambassadeurs. Sur ce, je vous passe la parole, vous remercie pour votre attention exceptionnelle après près de 8 heures, et vous pouvez faire un big round of applause. Merci encore. On peut l'applaudir en effet. Merci beaucoup pour cette keynote. Vous restez avec moi. J'appelle tout de suite Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France, à nous rejoindre pour donner le coup d'envoi de cette cérémonie des prix Choose France 2022. Vous allez annoncer les membres du jury ? Alors j'aimerais effectivement les nommer avec Marie-Cécile, qui, je vous rappelle, est la patronne de l'Invest chez Business France. Alors Marie-Cécile, on a un jury exceptionnel. D'abord avec Alain Bentejac, qui est notre président des conseillers commerciaux extérieurs de France. Alain, merci d'être à nos côtés, qui a fait un merveilleux mondial des CCEF, c'était à Monaco, avec plus de 800 présents, et qui a vraiment dynamisé sa salle et fait en sorte qu'on ait de plus d'ambassadeurs sur les pays. On a ensuite la grande, l'unique, l'incroyable Angeles Scarzia Poveda, présidente du conseil d'administration de Legrand. Un big round of applause pour Angeles. Le seul, l'unique, le vrai Christian Boineau, que vous devez remercier parce que finalement c'est lui la cheville ouvrière derrière ces États à France. Là, je veux 2 fois plus de bruit. Christian. Frédéric Sanchez, il est là. C'est un grand homme, c'est un CEO, c'est un patron qui réfléchit, qui donne beaucoup. Président du MEDEF International et CEO de FIB. L'unique, l'incroyable, on ne pourrait pas l'imiter, qui depuis de longues années continue à
avoir très haut une bataille au sein de EY pour assurer que la France soit la meilleure. C'est monsieur Marc Lermite, associé de EY Consulting. Je ne vois toujours pas Bruno Bonnel, qui a l'habitude d'être en retard. Il est où, mon Bruno? Bruno, il est là. Bruno Bonnel. Alors, big round of applause pour Bruno Bonnel. C'est un vrai bonheur que de t'avoir à mes côtés. C'est vrai que tu arrives à l'heure, c'est vrai. J'ai été très méchant sur ce coup-là. Florence Poivet, présidente de WorldSkills France. Où est Florence? Florence. Ça, c'est un vrai bonheur. Vous allez avoir quelques mots pour expliquer ce que c'est WorldSkills France. Je tenais à vous avoir au sein du jury. On n'a pas eu le privilège de vous avoir lors de notre réunion, mais c'est très important que vous soyez avec nous. J'aimerais aussi saluer Christine Herzl, qui est la patronne de l'exécutif de l'INSEAD. Christine, bienvenue encore à vous. Je vous en ai déjà parlé. Là, il va falloir un big round of applause parce que c'est une de mes écoles. C'est Éloïque Perrache sur HEC. Éloïque Perrache. Marie-Laure Collet, qui est la patronne de l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, où est Marie-Laure Collet? Marie-Laure Collet est... Marie-Laure, absolument. On s'est vu en vidéo... Non, vous étiez dans la salle, absolument. Et enfin, alors on a demandé beaucoup d'applaudissements pour notre ami Oboineau. Là, il va falloir que vous doubliez encore une fois, parce que c'est évidemment le dernier membre du jury, c'est monsieur Olivier Marchal. Et comme vous l'avez tous compris, le grand président du jury des Prix Choose France, c'est Pascal Cagny. Merci à vous deux. Alors justement, pour remettre le premier prix de la soirée, le prix Transition écologique, j'appelle sur scène Christine Herzl, Marc Lermite et Frédéric Sanchez. Bonsoir. Alors, je crois que vous allez annoncer le nom du lauréat. Donc, le gagnant du prix Choose France 2022, dans la catégorie Transition écologique est Renault Trucks. Bravo. J'appelle Céline Buffet-Aymar, directrice de la marque employeur, à venir nous rejoindre sur le plateau. C'est à vous, Frédéric. Alors je vais dire quelques mots. D'abord, je voulais vous féliciter au nom du jury, au nom de Choose France. Vous êtes une magnifique entreprise, vous investissez en France, vous avez décidé de vous décarboner totalement à l'horizon 2040. C'est important parce que les transports de marchandises sont un des éléments clés des émissions de carbone. Donc le fait de se fixer un objectif aussi ambitieux nous va. Et nous va d'autant plus qu'effectivement, Pascal l'a dit tout à l'heure, la France souhaite et se fixe comme ambition d'être le premier pays européen décarboné à l'horizon 2050. Alors on a déjà des atouts, on fait partie des pays européens qui émettons le moins de CO2 par habitant, du fait de notre énergie électrique décarbonée, en particulier nucléaire et puis hydroélectrique. Mais je dirais que notre ambition va au-delà, et je vois Bruno. Pourquoi? Parce qu'on a aussi décarboné en désindustrialisant le pays. Et moi, je suis un fervent défenseur de la réindustrialisation de notre pays. Je vous invite d'ailleurs tous à lire le bouquin fantastique de Dufour sur l'analyse des raisons pour lesquelles le pays s'est désindustrialisé et ce qu'il faudrait faire pour le réindustrialiser. Alors, je ne vais pas parler de FIV, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler un peu. Il y a 20 ans, on faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en fait 3 milliards, on va prendre 3 milliards de commandes cette année. On a multiplié par 4 nos effectifs en France et en même temps on a beaucoup exporté, on s'est développé à l'international. Ce qui veut dire qu'en réalité, cette réindustrialisation du pays, elle est possible à condition que l'on se focalise sur les secteurs d'avenir et notamment qu'on fasse en sorte de décarboner cette industrie.
Vous êtes dans le transport de marchandises, mais sans transport de marchandises, il n'y a pas d'industrie viable dans le pays. Donc, encore une fois, félicitations, ce prix est largement mérité. Et je félicite à la fois une entreprise suédoise, mais aussi qui a comme actionnaire un actionnaire chinois. Alors, je sais que ce n'est pas toujours à la mode de parler d'actionnaire chinois, et pourtant, on a besoin que les Chinois investissent dans notre pays, comme on a besoin, nous, d'investir en Chine. Alors, Pascal, tu as raison, FIV est très gros en Chine, mais il est content de l'être encore, dans le cas d'une régionalisation. Donc, Chine-Chine, Europe-Europe. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Félicitations, vous avez largement emporté ce prix. Donc, on est très heureux de vous le remettre cet après-midi. Et je crois que Marc Lermite a une question aussi pour vous. Oui, une question. D'abord, mon cœur lyonnais est d'autant plus fier de vous remettre ce prix. Frédéric l'a rappelé, vous avez un objectif super ambitieux. Dès 2040, je crois qu'il n'y aura plus un camion qui marchera à énergie fossile. Donc ça, c'est formidable. Est-ce que ça, c'est un argument pour attirer de jeunes talents, ou moins jeunes d'ailleurs, dans votre entreprise ? Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Évidemment que c'est un argument parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est important et c'est notre avenir. Et si je vous donne des exemples sur ce qui peut attirer les jeunes talents dans notre entreprise, hier on a inauguré une usine d'assemblage de vélos cargo électriques qui est l'aboutissement et le début d'un projet avec une start-up qui s'appelle Cluster. Dans nos bureaux d'études, il y a une équipe qui avait prototypé avec des Lego un essieu avec un moteur électrique intégré. Et aujourd'hui, ils sont en train de le développer pour l'ensemble du groupe. Aux achats, j'ai une collègue qui a demandé, obtenu et suivi une formation de pointe sur les énergies alternatives. Elle est en train aujourd'hui de devenir vraiment une référence en termes d'hydrogène. Et puis, par exemple, aussi à la communication, on a une petite équipe qui est en train de finaliser la mise en place d'une plateforme de développement des compétences open source sur la décarbonation. Tout ça pour dire que travailler chez Renault Trucks aujourd'hui, c'est vraiment avoir la possibilité d'explorer et d'ouvrir de nouvelles voies, et puis de participer à des projets qui sont innovants en faveur de la transition énergétique. Et vous l'avez dit, le secteur du transport routier de marchandises est en train d'opérer un virage qui est absolument inédit. Les choses bougent à une vitesse incroyable et toute l'entreprise est vraiment en mouvement pour faire évoluer les technologies, les modèles économiques, les compétences, les méthodes de travail, les services. Et ça touche vraiment tous les métiers. Donc les jeunes talents, quels qu'ils soient, quel que soit leur domaine de prédilection, ils sont vraiment très attendus parce qu'on a besoin d'eux pour bousculer leur établi et puis contribuer à inventer la société qui sera la leur demain. On vous applaudit et j'appelle Pascal Cagny et Marie-Cécile Tardieu pour faire la photo souvenir. Il sera remis par le ministre dans l'entreprise. Donnez-moi la chaise, je vais l'enlever. Merci. Merci à vous tous. Alors, pour cette remise du deuxième prix compétitivité et innovation, j'invite à me rejoindre sur le plateau Florence Poivet et Bruno Model. Bonsoir. Alors, je crois que vous avez la lourde charge d'annoncer le nom du lauréat du prix Compétitivité et Innovation. Le lauréat est une jeune start-up de la révolution industrielle, mais celle d'avant, parce qu'elle est née en 1863. C'est la société Solvay. J'appelle François Pontet. François Pontet est président de Solvay en France. Félicitations. Donc je dois dire quelques mots et surtout je dois dire effectivement, c'est pour ça que j'ai dit une jeune start-up de la révolution industrielle du 19e, parce que depuis Solvay
n'a cessé d'innover. Et la raison pour laquelle nous avons choisi votre société, c'est d'abord parce que l'investissement que vous vous apprêtez à réaliser, que vous avez décidé en 2022 de 600 millions d'euros sur le territoire français, vise à organiser la production et l'élaboration de nouveaux produits absolument stratégiques dont je me garderai, bien qu'ancien chimiste, de détailler la formule ici, elle reste secrète, pour les batteries. Pour les batteries, je voudrais juste rappeler que c'est à la fois essentiel sur le plan technologique et scientifique, mais c'est également critique sur le plan de la souveraineté, puisque 7% seulement de ces produits liants pour batteries, ce qu'on appelle les produits liants, sont produits en Europe, 93% sont produits en Chine, et n'en déplaise à mon ami Sanchez, là, de temps en temps, on rétablit un peu l'équilibre. Donc bravo, félicitations, je crois que c'est un bel exemple d'innovation au service également de notre souveraineté. Quand vous pensez que dans le cadre de France 2030, nous soutenons évidemment une filière batterie parce que c'est une des conditions à réussir un des 10 objectifs qui sont 2 millions de véhicules électriques fabriqués sur notre sol dès 2030. Pour rappel, c'est supérieur à la fabrication actuelle de véhicules thermiques annuels. Donc c'est un objectif très ambitieux et nul doute qu'on regardera ces liants avec attention. Donc félicitations, bravo, et puis restez surtout jeunes. Parce que l'innovation, ça reste dans la tête et pas forcément dans les années. Bravo, félicitations. Florence Poivy. Oui, alors j'ai d'abord bien sûr à vous féliciter, à être très fière avec et pour vous. J'ai une question, mais j'ai cru comprendre que j'avais droit à 1 minute pour parler de WorldSkills. Alors, et ça va venir en complément de ma question. Champion de l'innovation depuis des décennies. Filière batterie, filière aujourd'hui nécessaire dans notre souveraineté, mais qu'est-ce qui, je dirais, dans l'ADN et dans les forces de Solvay, fait que vous allez investir 600 millions sur différents projets dans cette filière-là? Ça, c'est ma question. Et j'ai vu tout à l'heure sur le slide que ça allait entraîner le besoin, en tout cas sur notre territoire, de 40 000 compétences. Alors, je fais un petit virage sur WorldSkills que vous ne connaissez probablement pas beaucoup les uns et les autres, même si certaines de vos entreprises sont déjà très impliquées dans, j'entends Renault Trucks, j'entends Legrand, sont très impliquées dans WorldSkills. J'ai la chance, vraiment la chance d'être présidente de WorldSkills France depuis 6 mois. C'est une énergie positive extraordinaire. Ce sont en fait les Jeux Olympiques des métiers pour les moins de 23 ans. Ça a démarré au lendemain de la guerre par les Espagnols. Pour le bâtiment, il fallait reconstruire l'Espagne, il fallait donc former les meilleurs, et l'idée pour former les meilleurs, de créer un lieu d'incentive, un concours, leur a apparu intéressant. De l'autre côté de la frontière, ils ont trouvé les compagnons du devoir, et tous les deux, ils ont lancé WorldSkills. 70 ans plus tard, c'est 85 pays, et c'est 62 métiers, du tailleur de pierre à la cybersécurité. C'est une vitrine extraordinaire d'excellence, de performance, de transmission, c'est faire société ensemble, c'est plein de choses positives. Donc, je serais très heureuse d'en dire plus en aparté tout à l'heure à ceux et celles qui seraient tentés de vivre l'expérience à nos côtés. Mais encore bravo, parce que c'est ça l'essentiel. Un petit mot, François Pontet. Alors pourquoi 600 millions en France? Parce qu'on a un ancrage historique fabuleux en France, je crois qu'il faut le dire, au niveau industriel mais aussi R&D. On a notre plus gros centre de recherche à Lyon. On a aussi un très beau centre de recherche à Paris. On a investi sur Tavo dans le PVDF, les liants pour batterie, parce qu'on y est historiquement, mais on va faire en 4 ans ce qu'on a développé en 40 ans sur le PVDF, donc on accélère. On a les meilleurs talents sur nos 2 centres, on attire ceux qui sont dans nos autres centres mondiaux. Et puis on a aussi d'autres centres que ceux de l'organique à Lyon et Tavo. On a la minérale à Paris et à La Rochelle. Il ne faut pas oublier La Rochelle, parce qu'on a aussi un produit dans l'investissement cette année sur les batteries sodium-ion cette fois-ci. Donc on a tout, on a l'organique, on a la minérale, on a les polymères, on a les sulfures, on a les terres rares. Donc on a cette chance et on essaie de la faire progresser.
Bravo, on vous applaudit très fort et je rappelle Pascal Cagny et Marie-Cécile Tardieu pour la photo. Merci. Bon, ça va vite quand même. Troisième prix, cohésion et solidarité. Pour remettre ce prix, j'invite tout de suite Marie-Laure Collet et Héloïque Perrache. Bonsoir. Vous avez quelque chose à nous annoncer, je crois. Absolument, je suis absolument honorée de remettre le prix Cohésion et Solidarité, pour ne pas plagier Bruno qui m'a précédé, d'une start-up qui a plus de 100 ans, au groupe Corning. On applaudit. J'invite Laurent Picard, directeur général France de Corning, à nous rejoindre. Bravo. Bravo. Alors, le groupe Corning a plus de 100 ans. Il est connu par tout le monde par la marque Pyrex, inventée en 1915, si je ne m'abuse. Et en fait, votre groupe n'a cessé d'innover, de faire de la R&D, et est devenu le leader, notamment dans les laboratoires, pour les instruments en verre, connus pour leur résistance à la chaleur, et avec de multiples usages. Et si nous avons voulu récompenser votre entreprise sur le prix Cohésion et Solidarité, c'est pour son action remarquable lors de la pandémie que l'on vient de traverser, pour avoir été en capacité de livrer 5 milliards de doses de vaccins dans des conditionnements en verre appropriés. Donc vraiment un grand bravo, et je suis extrêmement fière de vous remettre ce prix. Merci. Et je crois, Héloïque, que vous avez une question à notre jeune lauréat. Oui, alors on a effectivement tous été témoins de votre engagement solidaire pendant cette pandémie. Donc il y avait une dimension technologique, rappelez, Valor Glass. Donc emballage en verre qui permet de protéger les médicaments et donc d'acheminer et de distribuer. Mais il y a une dimension forcément humaine. On a parlé de talent, sujet qui nous est cher. Et donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur comment est-ce que votre politique de gestion des talents vous a permis de mettre en place ces mesures et ces actions? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, donc on ne va pas refaire peut-être toute la session, mais je pense que Corning faisait du RSE peut-être avant même le RSE. Ça a toujours été dans notre ADN. Vous avez mentionné notre contribution au Covid de par les produits PCR que nous avons fabriqués, que nous allons continuer à fabriquer dans cette usine, mais aussi les flacons en verre qui servent au conditionnement des vaccins. Ça allait de soi, mais ça va aussi quand il y a des désastres humanitaires, les engagements des employés, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de la société. Et probablement deux autres choses qui différencient Corning peut-être, c'est les valeurs et la valeur de l'individu qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Et là encore, maintenant, on parle de D&I et égalité homme-femme, etc. Ça fait bien longtemps qu'on pratique ces choses-là. Mais probablement la chose la plus importante, et peut-être le résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est comment engager les salariés, c'est aussi le sens. Quand vous fabriquez des flacons pour des vaccins, quand vous fabriquez des produits pour les tests PCR, et quand vous fabriquez les générations futures qui vont servir à Sparing Vision, qui était là aujourd'hui, pour pouvoir faire sa thérapie génique, ou à InnoScale, qui était là aujourd'hui, de pouvoir faire de la bioproduction et s'aligner d'ailleurs pour créer les 20 licornes qui sont dans le plan France 2030, là ça donne du sens et en fait on n'a pas besoin d'engager les employés, ils sont déjà engagés. Donc voilà un petit peu la philosophie de Corning Life Sciences. On vous applaudit très fort, Merci. Laurent Picard, et j'appelle Pascal Cagny et Marie-Cécile Tardieu pour la photo.
Bravo, bravo encore. Merci. Quatrième prix, spécial jury. J'appelle sur scène Ángeles García Poveda et Olivier Marchal. Bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Je suis triplement heureuse ce soir de remettre ce prix spécial du jury et ceci pour donc 3 raisons. Il s'agit d'une entreprise espagnole, donc vous aurez tous compris pourquoi. Claro. Il s'agit aussi d'une entreprise qui est implantée dans la région de Nouvelle-Aquitaine, région qui est le berceau de Legrand. Et il s'agit d'une entreprise qui agit dans le monde du handicap, un sujet absolument clé. Il s'agit du groupe SIFU. On applaudit très fort SIFU. J'appelle Albert Campabadal. Albert Campabadal, président et fondateur du groupe SIFU. Albert et Nouria et Albert, bonsoir. Félicitations d'abord au nom du jury de Choose France. Ce prix spécial du jury, dans une édition talent, vous revenez tout naturellement. SIFU, c'est 8500 collaborateurs, à peu près 60% de vos effectifs qui sont des travailleurs porteurs d'un handicap. C'est le leader européen de l'entreprise adaptée. Et vous arrivez à joindre le sens et l'utile en proposant à des personnes porteuses du handicap des postes de travail sûrs, stables et adaptés à leur niveau de compétence, et en proposant aux entreprises, en leur proposant aussi d'ailleurs de la formation et des ponts pour traverser ensuite vers un milieu professionnel autre, donc vers d'autres entreprises, et vous proposez aux entreprises la possibilité d'avoir accès à un pool de talents qui leur serait difficile d'inclure autrement. Donc pour toutes ces raisons, au nom du jury, félicitations pour ce prix très mérité. Olivier, je crois que tu as une question. Oui, et puis des félicitations, hein. Bravo pour ce prix et surtout, je ne vous connaissais pas, bravo pour ce que vous faites dans toute l'Europe, je trouve que c'est absolument merveilleux. Vous êtes leader du secteur social en Europe, tu l'as rappelé. Moi, j'aimerais savoir, cette position de leader, elle vous donne une hauteur de vue sur cette question de l'insertion. Quelle est votre conviction, quelles sont vos convictions sur cette thématique en Europe et en France ? Merci beaucoup. Je vais m'excuser de mon mauvais français, mais je me sens très honoré d'être parmi vous. Merci beaucoup. Pour le groupe, pour notre groupe, l'insertion laborale, c'est très important. Les personnes handicapées ont besoin d'avoir un travail. Le travail, c'est l'instrument plus important pour une personne pour l'insertion sociale. Il conquérait une indépendance économique, il peut avoir un projet de vie, il y a un relationnel avec des autres personnes et augmente les soins, même l'autostime, les soins de moi-même. Hein? Oui, l'estime de soi. Alors, la société a besoin d'incorporer les personnes handicapées dans elles-mêmes. Et les personnes handicapées sont personnes comme les autres, évidemment, et ils ont besoin de travailler. Notre groupe, dans l'Espagne, nous sommes 40 bureaux dans toute l'Espagne. Les chiffres, je ne comprends. 8500, oui. Nous sommes presque 5000 personnes avec handicapés. Et sur les 5000 personnes, il y a 2000 personnes avec maladie mentale et discapacité intellectuelle. Handicap mental et psychique. Handicap intellectuel. Dans l'Espagne, seulement travaille une de chaque 4 personnes handicapées. Une.
Mais si nous parlons des personnes avec maladie mentale ou insuffisance intellectuelle, seulement travaillent une de chaque 10. Une de chaque 10. Alors, c'est très nécessaire pour ce collectif travailler et faire tout le possible pour augmenter les pourcentages. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Je voudrais Albert Campabadal. Et vous allez faire une photo. Je voulais juste rajouter que 10% de la population européenne est handicapée. C'est-à-dire que d'ici, il y a 10% des personnes qui ont un handicap ou un jour auront un handicap. Donc le talent, ça n'a rien à voir avec l'handicap. Je vous rappelle que Bill Gates, Einstein, Beethoven, Messi ont un handicap. C'est-à-dire, eux, ils ont un certificat qui dit qu'ils ont une capacité différente. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins, ils ont des capacités différentes. Donc il faut travailler pour que l'handicap, ça ne soit pas une barrière, mais une impulsion pour développer des capacités qui sont différentes. Je voulais vous dire, par exemple, c'est anecdotique, mais quand on parle des syndromes Asperger, autistes, c'est des personnes qui ont une capacité supérieure à tous dans la concentration, la vérification. Donc, ils sont des profils supérieurs à nous tous dans tout ce qui est contrôle des logiciels, contrôle des pièces, vérification. Donc, finalement, si on parle d'handicap, eux, ils ont une certification qui le dit, mais ils sont bien supérieurs à nous tous dans ce travail. Bravo. 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 La photo souvenir. Bravo, bravo Albert Campabadal. Pour ce 5e prix, 2e prix spécial du jury, j'appelle à mes côtés Alain Bentéjac et Christian Auboineau. Vous allez nous annoncer le lauréat ? Donc pour ce 2e prix spécial du jury Choose France 2022, le lauréat est le groupe Aptar. Aptar, Xavier Susterac, qui était tout à l'heure en conférence avec nous, président d'Aptar Beauty and Home EMEA. Je crois que pour ce prix, le jury a particulièrement voulu distinguer un projet industriel important, situé donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, exactement à Oyonnax, qui consiste à regrouper 5 sites de production. Ça veut dire que le groupe Aptar est déjà présent fortement en France et en Europe. 5 sites de production, 5 sites existants dans un seul site de près de 500 salariés, 25 000 m², donc un site important dans le domaine du secteur de la beauté, des produits de beauté, et avec un effort particulier en matière de formation et en matière aussi de développement durable, puisqu'il y a une forte réduction de consommation d'énergie et de production de carbone. Donc tous ces éléments-là qui correspondent aux critères d'ensemble du prix Choose France ont été retenus pour accorder ce prix spécial. Bravo, bravo pour ce prix spécial du jury Choose France. Félicitations. Et je crois que Christian Auboineau a une question pour vous ce soir. J'en profite d'abord au nom de mon président Raymond Soubi pour d'abord remercier Business France quand même qu'on n'a pas applaudi. Ils ont fait applaudir beaucoup de monde. On les applaudit très fort. Marie-Cécile et Pascal, parce que je sais qu'ils sont là au quotidien 365 jours sur 365 pour accompagner les groupes étrangers qui sont en France. Donc c'était important de le mentionner. Et donc je suis ravi de te poser cette question.
Parce qu'effectivement, on est toujours très heureux quand une entreprise étrangère est primée sur ces sujets-là. Donc, ce prix Choose France, mon cher, comment le vis-tu? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Merci Christian et merci à toutes et à tous. C'est un grand honneur et un grand plaisir. Je dois dire, cette journée a été formidable. C'était un feu d'artifice. Fin d'un feu d'artifice, il y a un bouquet final. J'ai cru que le bouquet final, c'était la présentation de Pascal Cagny. C'est toujours un bouquet final. Et puis ensuite, il y a eu ce dernier prix du jury du groupe Sifu, je dois trouver absolument admirable. Et donc, je suis très heureux à différents égards. D'abord parce qu'on est primé au même niveau, dans des groupes tout à fait différents, des activités différentes. Mais c'est un grand honneur. C'est pas mon prix, c'est notre prix. Et c'est le prix de tous mes collègues. Et je vais demander tout à l'heure, je sais que la scène n'est pas très grande, si à un moment donné, Pascal, Marie-Cécile, Christian, on peut faire une photo. J'ai mes collègues d'Aptar qui sont là, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça parce que c'est eux qui l'ont mérité. C'est absolument formidable. J'aimerais simplement adresser quelques remerciements. D'abord, remercions bien sûr au jury. Encore une fois, un grand honneur et un grand plaisir. Remerciements à tous les collègues d'Aptar, en particulier les collègues de Yona. Vous allez voir quand ils vont monter tout à l'heure sur scène qu'on a une parité. On a parlé de parité aujourd'hui, un petit peu une parité homme-femme, je crois tout à fait parfaite au niveau du CODIR de Yona et au niveau du management européen. Remercier également les pouvoirs publics qui ont participé, non pas seulement financièrement, mais au quotidien. Les élus locaux et régionaux avec des subventions à hauteur de 1,5 million et puis un certain nombre de choses qui nous ont vraiment aidés, j'allais dire, dans la mise en place de ce projet. Remercier bien sûr tous ceux qui ont participé chez nous, et puis des partenaires. Je vais en citer un ici qui est présent dans la salle aujourd'hui, qui a mis en place, qui a géré ce grand chantier, ce grand site, qui est la société M+M, représentée par son directeur général Marc Dubier ici. Je remercie également. Donc je souhaitais vraiment remercier tout le monde. Encore une fois, un grand plaisir. J'ai retenu plein de choses aujourd'hui dans cette journée formidable. J'ai retenu une équation, j'ai noté, j'ai pris des notes, et je crois que quand le président Soubi tout à l'heure a présenté ce matin, j'ai pris quelques notes et j'ai retenu attractivité égale innovation, plus environnement, plus inclusion, plus on pourrait rajouter un certain nombre d'éléments. Je crois que dans ce projet, on retrouve tout ça. Il y a effectivement l'aspect environnemental, l'aspect inclusion, et puis voilà, l'aspect investissement dans une région. Et je vais peut-être finir par là, faire un petit peu de publicité pour l'Ain, pour le département de l'Ain et la ville d'Oyonnax. J'ai vu Marc Lermite, dans les statistiques, 47% je crois des projets d'investissement dans des villes de moins de 50 000 habitants. Voilà, et alors tout ça, Oyonnax c'est 22 000 habitants, c'est pas très très grand. C'est une ville formidable, c'est un département formidable et on est très fiers et très heureux d'être dans ce cadre verdoyant absolument extraordinaire. Et là, je crois que je souhaite saluer Jean Deliri, qui est le président du conseil départemental de l'Ain, et puis Michel Perrault, le maire d'Oyonnax, qui ne sont pas avec nous ce soir, mais je les salue. Et je fais un petit peu de publicité. Si vous avez l'occasion d'aller à Oyonnax, d'abord vous êtes les bienvenus chez Aptar pour visiter notre usine magnifique. Et puis profitez-en, c'est un cadre absolument extraordinaire. Vous prenez le TGV jusqu'à Bourg-en-Bresse, ensuite il y a 45 minutes de route et c'est superbe. Merci encore, un grand plaisir. Merci bien. Pour immortaliser ce moment, j'appelle Marie-Cécile Tardieu et Pascal Cagny. Merci. Pascal Cagny, vous restez avec moi parce que je crois que c'est à vous qu'il incombe d'annoncer le lauréat du 6e prix spécial Territoire. Absolument. Alors, on est en train de louper la deadline de 19h. Je voulais laisser cela à mon cher ministre Jean-Noël Barrot pour venir sur scène, mais vous me donnerez, mon cher ministre, quelques minutes pour simplement illustrer le lien. On a voulu avoir un prix spécial
territoire, parce que comme on l'a déjà noté aujourd'hui avec la présence de Philippe Stefanini, mais de Yann Pitolet sur scène, on sait que les choses se font sur les territoires. Je me rappelle être allé à Angers, j'avais 33 ans, créé 3000 emplois, c'était chez Packard Bell NEC, et je suis heureux ce soir de recevoir ici, comme sur ce prix, la société en fait Parker Meggitt, qui est le vainqueur de ce prix spécial territoire. J'appelle Xavier Monange, vice-président projet stratégique et directeur des relations institutionnelles Europe continentale de Parker Meggitt, à nous rejoindre. Alors je vais vous laisser présenter cette société et ce projet, mais sachez que la veille du prix ou de la consultation jury, on a eu un courrier de la part du maire de Havrier qui, sur 2 ou 3 pages, la maire d'Havrier, sur 2 ou 3 pages, nous expliquait pourquoi c'était important que cette société qui s'est installée sur une année extraordinaire, l'année 61, alors même que vous êtes une entreprise créée en 48, allait en faire une extension avec plus de, je crois, de 50% et près de 35 millions, je crois, d'euros d'investissement. Pour toutes ces raisons, je sais que vous êtes convaincus de ce projet, je vais vous laisser en parler mieux que moi. Merci Pascal, merci à toutes et tous. Effectivement, très belle journée, très belle apothéose. Moi j'aimerais peut-être commencer par un conte de fées, si vous me le permettez, voire même un double conte de fées. Le premier conte de fées, c'est pour vous expliquer le site qui se trouve donc en région Pays de la Loire, à Havrier. C'est un site qui a été créé, l'ADN, c'était sur l'électrification de l'aéronautique. Donc on est dans le monde aéronautique à 100%. On a fait la décarbonation avant l'heure. On en a parlé 100 fois aujourd'hui, décarbonation. Ce site-là a commencé la décarbonation de l'aéronautique avant l'heure. On est convaincu qu'il a une place fondamentale à jouer, pivotale à jouer dans le futur de l'aéronautique, le futur de la 3e révolution de l'aéronautique, la décarbonation. Donc une fois qu'on a dit ça c'est la première fée, la fée électricité, il en fallait une deuxième qui se pose sur le projet. Donc on sait qu'il y a la croissance, on sait qu'on a des salariés plein de talents. On n'est pas une région, la région Pays de la Loire, qui est connue pour être une région d'attractivité d'aéronautique, et pourtant c'est la 2e en France, donc elle est méconnue. Et derrière, on est dans un groupe, alors à l'origine le groupe Meggitt, un groupe britannique, depuis début septembre le groupe Parker, donc Parker Meggitt. La France représente quelques pourcents de ce groupe-là, du groupe Parker. Et lorsqu'il a fallu défendre ce projet, évidemment, toutes les faiblesses de l'image dont on a pu parler au cours de la journée, de l'image France, sont ressorties. Et il a fallu défendre ce dossier. Et c'est là où, on va bientôt parler de mondial, et c'est là où l'équipe de France s'est mise en œuvre. Moi, je me souviens, le PDG de Meggitt à l'époque me dire, voilà, Meggitt est prêt à faire quelque chose pour la France, qu'est-ce que la France peut faire pour Meggitt? Et donc, on a été tapé à la porte de la BPI, on a été tapé à la porte de la région, on a été tapé à la porte de l'Agglo d'Angers et de la mairie d'Havrier. Et tout le monde, l'équipe de France, s'est mis tout le monde autour de la table et a travaillé sur ce projet. Alors, l'investissement majeur, c'est bien le groupe Parker Meggitt qui le fait, mais the cherry on the cake, c'est le support qui a été donné par les territoires. Et on a, c'est fantastique que la maire d'Havrier, Mme Moussin-Salvetat, se soit fendue d'un courrier. Ça prouve à quel point le dialogue est fort entre nous. Donc, merci. Bravo, bravo Xavier Monange. Nous allons faire la photo. Merci. Nous arrivons au terme de cette cérémonie et je vais vous laisser la parole pour conclure cette 4e édition des prix Choose France. Merci à tous, merci à tous les candidats. Si nous n'avons pas remis un trophée à chacun des lauréats, c'est parce que les ministres se déplaceront dans les usines pour pouvoir remettre le prix en présence de tous les salariés. C'est ce que nous avions fait pour les précédentes éditions et ça avait été très apprécié. Donc voilà pourquoi les prix n'ont pas été remis directement ce soir. Deuxième point, peut-être vous dire que nous profitons à Business France de cette édition pour valoriser tous les dispositifs de soutien aux talents.
et donc notamment les écoles de production, tous ces dispositifs que peut-être vous ne connaissez pas encore, venez nous en parler, nous serons très heureux de les présenter. C'est une bonne façon d'augmenter les chances de recruter. Et puis si je puis me permettre un dernier mot, nous avons aussi des talents à Business France et je voudrais que Victor, qui a porté l'édition, puisse venir sur scène, parce que, voilà, avec tout le monde, parce que c'est un... Voilà. Merci, on les applaudit très fort une dernière fois.